M. Mamadou Dia. En 1963, le président Senghor se dit on ne peut pas avoir en Afrique deux chefs. Il vaut mieux modifier la nature du régime. Il instaure, en se fondant sur le schéma américain, un régime présidentiel. Et un régime présidentiel pur, c'est-à-dire un régime de séparation rigide des pouvoirs. Il n'y a plus de président du Conseil, il n'y a plus de chef de gouvernement. Il y a désormais un chef de l'État élu au suffrage universel. À côté, il y a un parlement. Et il n'y a plus de responsabilité politique du gouvernement, il n'y a plus de droit de dissolution. Donc, régime parlementaire pur, comme on le retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Séparation rigide, spécialisation fonctionnelle, mais également irrévocabilité mutuelle. Mais cela a duré simplement jusqu'en 1967. Donc de 63 à 67, on a effectivement ces caractéristiques théoriques. À partir de 1967, il se rend compte lui-même que c'est un peu lourd pour le président de la République. Et il introduit le droit de dissolution. Ce qui pose problème, parce que dans un régime parlementaire, dans un régime présidentiel, il n'y a pas de droit de dissolution. Il n'y a pas de révocabilité mutuelle. Donc, c'est à partir de 1967 qu'on a commencé à avoir des problèmes par rapport à la nature du régime sénégalais. Parce que 67, on introduit le droit de dissolution. 70, le président Léopold Sédar Senghor change la constitution et introduit le gouvernement avec le poste de premier ministre. Donc, vous voyez, en vérité, on était en train de changer la nature du régime. Parce que dans un régime présidentiel, en tout cas le régime qui a été mis en place en 1963, il ne peut pas y avoir de chef de gouvernement. Non seulement on introduit le chef de gouvernement, mais on introduit en même temps la motion de censure. Donc, vous voyez, on était en train d'introduire les éléments du régime parlementaire. Qu'est-ce qu'on a en 70? Nous avons un chef d'État, à ses côtés un premier ministre, même s'il n'a pas tous les pouvoirs d'un chef de gouvernement de régime parlementaire, mais un premier ministre, et nous avons les caractéristiques théoriques du régime parlementaire, c'est-à-dire motion de censure, c'est-à-dire droit de dissolution. Et pourtant, nous sommes toujours dans la même constitution de 1967, qui est un régime, une constitution de nature présidentielle. Donc c'est à partir de là que l'on se rend compte qu'en vérité, on n'est plus dans le schéma de 1963. Et depuis lors, les pouvoirs du président de la République n'ont pas cessé de gonfler. Au point qu'aujourd'hui, tout le monde dit que nous sommes dans un système présidentialiste. Parce que, j'ai l'habitude de le dire, vous le savez très bien, le droit constitutionnel ne connaît véritablement que deux types de régimes. Le régime parlementaire ou bien le régime présidentiel. Il y a maintenant à côté ce qu'on appelle des régimes semi-parlementaires, semi-présidentiels, même présidentialistes, parce que là, c'est simplement la doctrine qui, à partir de constats bien déterminés, caractérise un régime. Et le régime présidentiel, le système présidentialiste est caractérisé par un président qui domine l'exécutif. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on n'est pas loin de ce schéma-là. Un président qui domine l'exécutif, même s'il y a un chef de l'État, un chef de gouvernement, en vérité, le Premier ministre n'est que le premier des ministres. Il dispose d'une autorité qui découle de son élection au suffrage universel. Il a également des pouvoirs et ses prérogatives se renforcent, se notent également même sur le Parlement. Je crois que quand on regarde de près, on n'est pas très loin de ce système. Pourquoi sur le Parlement? Parce qu'il dispose d'une majorité confortable au Parlement. C'est favorisé en règle générale par le mode de scrutin. C'est ce mode de scrutin qui fait que le président de la République, pratiquement, a à côté de lui un Parlement qui lui est dévoué, qui simplement se met à traduire sous forme législative ses propres décisions. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas très loin. Et donc, tout de suite, la séparation des pouvoirs, qui est une caractéristique essentielle de l'état de droit, est battue en brèche. Donc, vous voyez, si aujourd'hui on veut dire finalement, mais quel régime, on va simplement tomber sous... De toute façon, nous avons expérimenté le régime parlementaire, nous avons expérimenté le régime présidentiel, nous sommes dans le cadre d'un système présidentialiste, donc vous voyez bien, je serais très malheureux de devoir vous dire, je ne sais pas, qu'en tout cas, nous avons travaillé au niveau de la CNRI, et ce que nous avions dit, c'est qu'il ne fallait pas se mettre à vouloir caractériser un régime. On a besoin de quoi? On a besoin d'un régime où il y a une garantie
de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, mais également du respect des droits et des libertés. En un mot, un État qui garantisse un système qui garantisse l'état de droit. Parce que quand on dit l'état de droit, on a tout dit. Parce que l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est une justice indépendante, libre et indépendante. Parce que sans justice libre et indépendante, on ne peut pas avoir un état de droit. Parce que c'est la justice libre et indépendante qui va faire respecter la hiérarchie des normes. Or, un état de droit, c'est quoi? C'est un état où la loi est respectée, le droit est respecté. Pour pouvoir dire si le droit est respecté, il faut non seulement mettre en place des procédures, mais également mettre en place des juridictions qui sont chargées de dire, ou bien en tout cas de sanctionner le non-respect du droit. Donc, il faut une justice indépendante pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons toutes les caractéristiques de justice indépendante? Les débats vont peut-être permettre d'avoir une réponse exacte. Si on prend le Parlement, même constat, monocaméralisme ou bicaméralisme. Le même constat fait tout à l'heure par rapport à l'acte du régime est également constaté ici. Nous avons vécu un monocaméralisme, c'est-à-dire un Parlement qui n'est composé que d'une seule chambre. Nous l'avons vécu pratiquement de l'indépendance jusqu'en 1997. Et tout à l'heure, le professeur Ogosek me donnait une revue où il y a eu une analyse de ma part, c'était en 1997. On était simplement en perspective par rapport au bicaméralisme. Je disais ce que je suis en mesure de dire aujourd'hui. Je disais que dans un État unitaire, le bicaméralisme n'est jamais une nécessité absolue. Dans un État unitaire, comme le Sénégal, les deux chambres ne constituent jamais une nécessité absolue. Par contre, dans un État fédéral, oui, parce que la deuxième chambre dans un État fédéral, c'est pour la représentation des États. On peut concevoir la deuxième chambre dans un État unitaire pour la représentation des collectivités décentralisées. Mais ça suppose que la décentralisation soit suffisamment poussée pour qu'on puisse envisager la représentation des collectivités locales. Mais dans un État où, comme le Sénégal, où vous connaissez très bien les problèmes de la décentralisation, je suis sûr que mon collègue Mayassine va en parler tout à l'heure, envisager une deuxième chambre en mettant en place des sénateurs qui, en vérité, sont beaucoup plus nommés qu'élus, c'est en réalité créer une institution, je l'appelais comme ça, et je le dis encore, une institution pour la galerie. Surtout, quand on lisait les pouvoirs qui étaient reconnus au Sénat, quand on a une deuxième chambre qui en réalité n'a pratiquement pas de pouvoir, ne peut pas remettre en cause la procédure législative, ne peut que parfois retarder la procédure législative, on se demande quelle est l'utilité de cette deuxième chambre. Nous l'avons expérimenté. Nous l'avons expérimenté de 1998 à 2001. La Constitution de 2001 est venue supprimer la deuxième chambre. Donc on est retombé à partir de 2001 sur le monocaméralisme. Mais en 2007, on a réinstauré le Sénat au Sénégal avec les mêmes tas, c'est-à-dire une deuxième chambre sans pouvoir. Et ça a duré jusqu'à 2012 où on a supprimé à nouveau. Donc aujourd'hui, nous avons un Parlement monocaméral. Donc cela veut dire quoi? Nous avons expérimenté le Parlement bicaméral. Je ne vois pas ce que ça a changé dans la qualité des lois. Nous vivons aujourd'hui un Parlement monocaméral. Je ne vois pas ce que ça a changé dans la qualité des lois. Parce que nous savons tous les faiblesses, les insuffisances, en tout cas les problèmes qu'il y a pour le pouvoir législatif au Sénégal dans la marche des institutions. Donc finalement, voilà pourquoi je vous disais au départ, si vous attendez à ce que vous dites, voilà le modèle qu'il faut au Sénégal, vous risquez d'attendre longtemps parce que je n'ai pas de modèle. Je constate et je dis, faisons en sorte qu'on ait au moins un équilibre entre les pouvoirs. Parce que là, au moins, on peut essayer de jouer non seulement au sein de l'exécutif, mais également entre l'exécutif et le législatif, un équilibre entre les pouvoirs, parce que c'est la Constitution qui le dit. La Constitution le dit, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre entre les pouvoirs. Il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs, il n'y a pas de séparation fonctionnelle des pouvoirs. Ça aussi, c'est un simple constat qui permet de le mettre en exergue. Nous faisons en sorte également qu'il y ait un état de droit. Parce qu'un état de droit, ça englobe pratiquement toutes les recommandations qu'on aurait pu donner par rapport à justice indépendante, par rapport à respect des droits et des libertés, etc. C'est ça un état de droit. Sans entrer dans les détails,
Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à ce thème. Évidemment, je tiens à vos dispositions s'il y a des questions et des approfondissements. Merci, Président. Bien, en pédagogue averti, Ablaye Gueye a su faire l'économie de sa communication dans le délai qui lui est imparti, en s'attachant à vous dire dès le départ que son propos n'est pas tant de proposer un modèle que d'une certaine manière de faire ressortir un tout petit peu l'architecture de l'organisation politique et constitutionnelle telle qu'elle existe. Naturellement, il n'a pas manqué de rappeler ce que le professeur Ogossek disait relativement au modèle en vigueur, à savoir le régime présidentiel et ce qui le caractérisait, le régime parlementaire et ce qui en fait l'essence. Naturellement, nous aurons dans les débats qui suivront l'occasion de revenir, et je crois que les deux communications se recoupent dans une certaine mesure. Alors nous allons passer la parole maintenant au professeur, j'ai oublié, le professeur Ablaye Gueye peut, je crois que c'est, lui il est juriste, mais je lisais hier quand je faisais mon, je reprenais un peu les propos de ce que Issoufou avait écrit pour mon discours, le professeur, le doyen Georges Vaudel, qui disait que les rapports des commissions doivent être analysés par les politistes. Je crois qu'un jour, il va peut-être nous faire l'économie de ce travail, parce que le professeur Ablaye Gueye est le rapporteur de la Commission nationale de réforme des institutions. J'avais omis de le dire, et c'est peut-être assez éloquent pour pouvoir un peu revenir dans les débats sur ce qu'il a vécu de l'intérieur, même si peut-être il va se garder, comme il vous a prévenu d'aller aussi loin dans les directions que nous aimerions qu'il nous indique. Voilà. Mais en attendant, nous allons écouter le professeur Mayacine Diagne. Et Moustapha Ndiaye. Oui, voilà. Et Moustapha Ndiaye. Donc là, on modérateur, qui sera le modérateur. Je vous demande tous les deux de vous approcher. Le professeur Mayacine Diagne, qui est un spécialiste, un des grands spécialistes de la décentralisation, mais aussi, je pense que c'est quand même un homme qui, de l'intérieur, a contribué à l'élaboration d'un certain nombre de textes, parce que le professeur a été, je crois, directeur de cabinet du ministre en charge de la décentralisation pendant un certain temps, ce qui est aussi, pour nous, universitaires, quelque chose de très important, parce que ça permet d'allier à la fois la théorie et la pratique, puisque le regard de l'expert face à la pratique est quelque peu plus éclairant que le regard d'un simple théoricien. Je crois qu'il va en tout cas nous donner l'occasion de l'apprécier. Professeur, vous allez avoir à nous entretenir des changements institutionnels et politiques de la décentralisation à partir d'un bilan d'étape et des perspectives que vous allez tracer. Et le modérateur sera aussi un expert, Mohamedou Ndiaye, qui est diplômé de l'UOP de Paris et qui est en même temps un consultant. Je vais passer sous silence les autres titres et qualités qu'il a, en vous demandant de bien accueillir l'un et l'autre pour nous parler de ce thème de la décentralisation à travers des changements qui peuvent avoir été opérés à la suite de ce que nous avons comme politique publique en la matière,
et peut-être aussi les perspectives à travers justement l'acte 3 de la décentralisation. Donc nous sommes aussi bien en face d'experts que justement de théoriciens qui peuvent nous dire ce qu'ils en pensent. Professeur Mayacine Diagne d'abord pour 15 minutes. Ah oui. Voilà, je voudrais tout de même donc bon, allez-y après. Voilà, donc je voudrais d'abord, dans le cadre de la modération, essayer de donner une présentation assez sommaire donc, de professeur Mayacine Diagne, que nous connaissons d'ailleurs, que le doyen a pu faire quelques esquisses, mais il me semble tout de même que le professeur Mayacine Diagne est un professeur de droit public, donc à l'UFR juridique sciences politiques de l'Université Gaston Berger, et en plus, sans oublier qu'il était le rapporteur national de la politique du pilotage de l'acte 3 de la décentralisation. C'est un des pionniers. Donc vraiment, il était dans le laboratoire, ce qu'on appelle le back-office, en fait, de l'acte 3 de la décentralisation. Donc il a assisté et accompagné vraiment la genèse de l'acte 3 de la décentralisation. Voilà, donc on a pu aussi, dans certaines rencontres, travailler sur ce thème ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de le retrouver et de voir comment on peut faire pour qu'on puisse profiter un peu de son expertise. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur le doyen. Je voudrais remercier de m'avoir associé à cette fête scientifique. On a parlé des institutions judiciaires, on a parlé des institutions politiques. Je suis d'ailleurs entouré d'historiens des institutions. Je vous parlerai des institutions locales. Plus précisément, de la réforme de l'acte 3 de la politique de décentralisation. La vision qui guide la mise en œuvre de la réforme baptisée Acte 3 de la politique de décentralisation s'inspire de celle indiquée par le chef de l'État et qui voudrait organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2022. Que veut le président de la République? Que veulent les pouvoirs publics? Ils veulent une république décentralisée, bâtie sur des responsabilités, des services publics et des politiques publiques territorialisées. Je passerai sous silence les actes et les phases de 72, de 1996, des défis et des enjeux. Mais c'est quoi l'acte 3 de la politique de décentralisation? C'est une réforme. Et quand on fait une analyse de l'acte 3 de la politique de décentralisation aujourd'hui, on en arrive à caractériser la réforme de l'acte 3 de la décentralisation à partir de deux traits. C'est d'abord une réforme visible. C'est ensuite une réforme fragile. C'est d'abord une réforme visible parce que elle est visible, c'est une réforme visible au plan organico-formel. Parce qu'on demande aujourd'hui de parler des institutions. Et l'acte 3 de la décentralisation comporte un volet institutionnel et politique fort qui gravite autour de 5 points. C'est d'abord un pôle territoire, c'est-à-dire que l'architecture territoriale décentralisée doit comporter 3 types de découpage qui vont faire interagir à des échelles différentes mais complémentaires des pôles territoires, des départements et des communes. C'est ensuite une politique de départementalisation. En fait, aujourd'hui,
le département devient une collectivité locale décentralisée. De circonscription administrative, elle devient une collectivité locale décentralisée, c'est-à-dire une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique bénéficiant d'une autonomie administrative et financière. C'est quoi, sur le plan institutionnel, l'acte 3? C'est une communalisation intégrale. En seul échelon, les communes. L'élection des communautés rurales en communes de plein exercice, l'élection des communes d'arrondissement en communes de plein exercice. Donc cette option présente, nous dit-on, l'avantage de donner plus de visibilité à l'action de ces nouvelles entités et ouvre davantage la porte de la coopération décentralisée. Quatrième point, l'acte 3, c'est quoi? C'est une redistribution des compétences locales. Jusque-là, on avait 9 domaines de compétences, éducation, santé, environnement, planification, urbanisme, etc. Aujourd'hui, on y a ajouté la pêche, le tourisme, l'hydraulique, l'élevage, etc., etc. Il y a une redistribution des compétences nouvelles, de nouvelles compétences, grâce à l'acte 3 de la politique de décentralisation. Tout ça, c'est intéressant. Enfin, toujours sur le plan institutionnel, on a consacré, avec l'acte 3, quelque chose de très intéressant, la participation citoyenne. C'est le 5e point, le 5e volet important de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que l'article 6 du nouveau Code des collectivités locales de 2013 consacre les éléments de la participation citoyenne qui gravitent autour de la légalisation et de l'officialisation des cadres de concertation communautaire du citoyen, de la participation citoyenne aux élections et du contrôle citoyen. Dans ce contexte, nous sommes aujourd'hui donc dans l'institutionnalisation d'une république de proximité ou d'une république de citoyens. Tout cela, c'est important. Mais j'avais dit tout à l'heure que l'acte 3 de la politique de décentralisation, c'est une réforme visible, mais c'est également une réforme fragile. L'acte 3 de la décentralisation est en tout premier lieu est une réforme fragile parce que l'acte 3 de la décentralisation est en tout premier lieu une réforme inachevée. Une réforme inachevée par rapport à l'articulation entre les travaux du CNRI, je suis heureux que le rapporteur soit ici aujourd'hui, il n'y a aucune articulation entre les travaux du CNRI et l'acte 3 de la politique de décentralisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a aujourd'hui que l'acte 3 ne tient pas compte de ce que la Constitution Mbo consacre. Que consacre la Constitution Mbo? La Constitution Mbo consacre un nouveau statut constitutionnel des collectivités locales. Ce que ne connaît pas l'acte 3 de la politique de décentralisation. L'avant-projet de constitution de la Commission Mbo marque une reconfiguration profonde de la décentralisation, dominée essentiellement par un nouveau statut constitutionnel des collectivités locales, article 134 de la Constitution Mbo. L'avant-projet de constitution accorde en le faisant aux collectivités décentralisées, outre la reconnaissance constitutionnelle, un statut juridique complet dont l'objectif premier est de leur offrir des garanties indispensables à l'expression de leur liberté d'action. Durant l'histoire constitutionnelle du Sénégal, les textes constitutionnels se sont limités à reconnaître les collectivités décentralisées sans leur offrir un véritable statut juridique. L'acte 3 est en retard. Aujourd'hui, l'avant-projet, l'acte 3 de la politique de décentralisation est en retard sur le plan constitutionnel. L'avant-projet de constitution de la Commission Mbo intervient dans un contexte spécifique, par commande du président de la République, on l'a dit ce matin, avec les assises qui justifient la volonté d'accorder aux acteurs décentralisés une protection constitutionnelle. Nous sommes dans les collectivités locales. En effet, l'aspiration du Sénégal à une décentralisation poussée, le désir de repenser la répartition des pouvoirs entre le centre et la périphérie, ainsi que la volonté de mieux protéger les libertés locales, ont certainement plaidé pour une orientation vers un régime constitutionnel consacré aux collectivités locales. Deuxième élément dont l'acte 3 ne tient pas compte,
L'acte 3 de la politique de décentralisation est encore une réforme toujours inachevée ici, parce que l'acte 3 de la décentralisation ne consacre pas ou ne pose pas un acte fondateur des finances locales. C'est ce que consacre la Constitution Beau. L'avant-projet de constitution de la Commission Beau consacre une règle fondamentale des finances locales qui part de la nécessité de faire correspondre les moyens nécessaires aux compétences à assumer. Pour atteindre un tel objectif, le constituant, la Commission Beau a jugé nécessaire de constitutionnaliser le principe selon lequel tout transfert de compétences ou de charges de l'État aux collectivités locales s'accompagne nécessairement des ressources correspondantes, notamment des crédits. Cette règle de la concomitance ou de la concordance entre les compétences transférées et les ressources accordées est fondamentale pour la démocratie sur le plan financier. Non seulement pour réussir le développement territorial, mais surtout pour favoriser l'autonomie réelle des collectivités locales financières à l'encontre de toute ingérence des pouvoirs centraux dans les affaires locales. Le rapporteur du CNRI a parlé tout de suite de l'institution d'un haut conseil des collectivités locales. Article 138. Je ne suis pas sûr que dans les travaux de la commission, dans les travaux du comité de pilotage, que l'on ait pu présenter une institution qui puisse garantir les droits et libertés des collectivités locales. Or, la Constitution Beau consacre bien l'institution du Conseil national des collectivités locales qui a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local. Donc, l'acte 3 de la politique de décentralisation est un retard par rapport à l'avant-projet de la constitution de la Commission Beau. Deuxième point, l'acte 3 de la décentralisation, deuxième point, l'acte 3 de la décentralisation est une réforme fragile par rapport à la mise en œuvre des moyens financiers. Il n'y a pas de décentralisation sans moyens financiers. On a consacré un certain nombre d'institutions, il n'y a pas d'accompagnement. C'est pourquoi les collectivités locales ne sont pas contentes aujourd'hui. Les travailleurs sont dans la rue. Il n'y a pas une politique de personnel des collectivités locales. Donc, il n'y a pas un accroissement de l'investissement. L'acte 3 n'a pas pu apporter des correctifs utiles à la faiblesse des investissements dans nos collectivités locales. On pourrait développer. Il n'y a pas une augmentation substantielle de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est 3,5. Ça aurait pu être 15, 20 ou 30% pour aller vers 200 ou 300 milliards aujourd'hui. Avec la dotation de la décentralisation, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas une reconnaissance de la généralisation de la décentralisation du budget consolidé d'investissement. Il n'y a pas en matière financière une modernisation de la fiscalité locale. Rien sur le plan de la fiscalité au niveau des départements, qui sont de nouvelles collectivités locales. Rien dans le renforcement des capacités financières de nos collectivités locales, parce qu'il n'y a pas d'emprunt pour nos collectivités locales. Troisième élément, l'acte 3 est fragile. L'acte 3 est une réforme incomplète par rapport aux moyens humains. En réalité, il n'y a pas de décentralisation sans les moyens humains. Aujourd'hui, le personnel des collectivités locales est dans la rue. On pose des problèmes de salaire. Et il y a des possibilités d'aller vers 20 000, 30 000 ou 40 000 employeurs dans les collectivités locales. C'est possible. Comment? Avec la masse salariale. Comment il va falloir avoir une masse salariale? Il faut créer un fonds du personnel des collectivités locales alimenté par 3 sources. La mise en œuvre des projets et programmes d'appui au développement local qui va cotiser. La contribution de l'État à travers le fonds de dotation de la décentralisation, un pourcentage. Et la participation des collectivités locales elles-mêmes sur la base d'un taux calculé sur leur capacité
soit 1% du taux du budget de chaque collectivité locale. Et le tour est joué. Et vous avez 30 000 ou 40 000 ou 50 000 fonctionnaires des collectivités locales. Or, aujourd'hui, on a la loi 2011, le doyen l'a rappelé tout à l'heure, j'étais directeur de cabinet du ministre Agusso de la décentralisation et des collectivités locales. On a eu la chance et l'honneur de présenter la loi 2011 relative à la fonction publique locale devant l'Assemblée nationale. Mais cette loi est aujourd'hui ineffective. Cette loi est aujourd'hui ineffective. Dernier point, l'acte 3 de la décentralisation est une réforme très limitée par rapport à son articulation avec le plan Sénégal émergent. Il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rapport entre le plan Sénégal émergent et la politique de décentralisation. Il y a des contraintes liées aux stratégies politiques de l'émergence. En effet, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, ces pays ont adopté un nouveau modèle de développement pour accélérer leur marche vers l'émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal émergent, au Sénégal constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Les stratégies de développement pour l'émergence, adoptées et mises en œuvre par la plupart des États africains, se fixent comme objectif la gestion des finances publiques étatiques, pas la gestion des finances publiques décentralisées. L'une des actions prioritaires induites dans ce cadre est un meilleur contrôle des recettes et de la dépense publique, grâce à la mise en place au niveau central des outils de pilotage de la programmation des investissements publics et des opérations financières de l'État. On a parlé de milliards, mais cela ne va pas vers les collectivités locales. Cette centralisation de la programmation des investissements et des opérations financières est alors à porte-à-faux avec la multiplication des centres de décision en matière d'investissement et de dépenses publiques locales qui implique la mise en œuvre de politiques de décentralisation. L'acte 3 donc est une réforme visible, mais l'acte 3 est une réforme bien fragile. Mademoiselle, mesdames, messieurs, je vous remercie. Monsieur le modérateur. Oui, alors, je ne sais pas par quel bout commencer, vous savez, hein, c'est assez bouillonnant, comme on dit. Mais nous sommes un peu accoutumés aux sorties du professeur Mayacine, puisque effectivement, c'est une expertise vraiment en mouvement. Et c'est très exact, parce que là, on a ressenti en fait le ressort de non seulement l'expert, mais aussi le professeur mélangé en même temps de l'ancien directeur de cabinet, qui est au fait justement sur les actes de la décentralisation des collectivités locales. Là, en ce moment, ce qui me paraît un peu les caractérisations qu'il vient de formuler à l'égard de l'acte 3, étant fragile, inachevé, en retard, réforme incomplète, non-articulation avec le PSE. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on s'arrête un moment pour réfléchir. Parce que, en fait, professeur, il me semble quand même que vous avez quand même dit, il y a un mot très important, c'est-à-dire dans la réforme pour les collectivités, c'est l'intercommunalité. Et je pense que vous êtes un ardent défenseur de l'intercommunalité. Donc la question des sources, qui est quand même le financement de ces collectivités, c'est ça qui pose aujourd'hui un problème. Et justement, ce n'est pas à notre premier débat. Vous vous souvenez, on en avait parlé au conseil régional à Saint-Louis. Hein, vous étiez à côté de moi, on avait ce débat ensemble. Mais il me semble que pour le financement des collectivités locales, dans l'aspect stricto sensu au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, c'est qu'il faut une participation. D'abord, le schéma, c'est un rééquilibrage entre la ville et le monde rural. Premier aspect. Donc, en cartographie, je pense qu'il y a une volonté affirmée de pouvoir créer un équilibre entre ce monde-là. Donc, rétablir une certaine injustice au niveau des ressources et des revenus. Voilà. Et en même temps, par ricochet, ça permettra quand même plus de fluidité. Et par rapport aux aspects des conventions avec la politique de la décentralisation, qui posait un problème. Je pense qu'à un moment donné, les conseils régionaux avaient quand même comme bras armé ce qu'on appelle les agences régionales de développement, qui sont les ARD. Et les ARD, à un moment donné, ont perdu la visibilité par rapport à la territorialisation et comment faire à telle enseigne qu'on puisse quand même générer des fonds.
Alors, la question, c'est que maintenant, vous avez quand même dans votre proposition des choses assez intéressantes. Quand vous avez parlé de la participation de l'État, vous avez aussi parlé de la participation des collectivités. Moi, je vais m'arrêter un instant sur comment faire sur la participation des collectivités. Et c'est là où l'aspect intercommunalité, rééquilibrage, souci de justice au niveau de la répartition territoriale, je pense que c'est ça. C'est comment mettre en mouvement, mettre en synergie un pays déséquilibré par toutes les politiques de décentralisation qui se sont succédées. Comment l'acte 3 peut venir rétablir justement cette forme je dirais pas d'injustice, parce que c'est trop dire. Constitutionnalisé par la commission Bon. Absolument, ça on est tout à fait d'accord. Mais je pense que là où je veux attirer votre attention, c'est que lever des fonds pour financer justement ce nouveau schéma de la décentralisation par l'acte 3 nécessite quand même une mobilisation des acteurs, par ce qu'on appelle les contrats territoriaux. Et ça me paraît important. Vous avez souligné, votre souci majeur a toujours été comment financer justement cet acte 3 de la décentralisation. Et là, donc, la question qui revient, c'est que, est-ce que le PSE quand même, je pense que c'est un volet de 35 projets, hein, confectionnés par un cabinet d'expertise. Mais l'acte 3, c'est autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, à l'entame de votre propos, vous avez parlé des institutions locales. Donc, vous avez bien fixé, d'ailleurs, on revoit quand même, on se rend compte que vous vous refocalisez sur l'aspect financier, comment financer cet acte 3. Mais moi, à mon avis, il me semble qu'il est possible par l'intercommunalité, par la création des marchés, par aussi une reconsidération des relations de cette politique ancienne sur les 9 domaines de compétences que vous avez élucidés tout à l'heure, mais qui aujourd'hui restent complètement désuets par rapport à ce qui se passe. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être, sur l'histoire de la contribution de l'État, il faudrait peut-être aller moins dans ce sens-là et essayer d'inviter les acteurs des collectivités locales à prendre en charge leur destinée. Et c'est en ce sens-là que je pose quelques questions par rapport à ça. Et moi, je comprends parfaitement dans l'acte 3 que c'est une façon d'inviter les Sénégalais à créer une synergie de rééquilibrage et de permettre aussi une nouvelle considération par la politique avec le financement des collectivités, alors qu'on sait très bien que ce soit le conseil régional Midi-Pyrénées, ou bien que ce soit au DSM, quand ils arrivent, le franc symbolique, c'est un franc français. Et ils le réclament. Une goutte de franc qui est dépensée ici, c'est du contribuable français. Donc ça pose un problème. Ce qui fait qu'actuellement, ils se demandent maintenant comment faire pour générer justement une masse financière sénégalaise permettant de laisser l'intercommunalité une des clés. Voilà, je vais m'arrêter un peu là, doyen, pour l'instant, pour voir comment le professeur va rebondir sur cet aspect. Merci. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Nous allons remonter le cours du temps et revenir à la matinée. Pour une raison bien simple, le professeur Dembassi a une contrainte et il faut permettre que le débat s'instaure un tout petit peu sur ce qui a été dit et permettre dans le même temps un peu d'échange avant que nous puissions maintenant revenir aux 2 interventions que vous venez de suivre tout à l'heure. Alors, oui. Oui, d'accord. Voilà, on va passer voilà, la parole au professeur Babalissal pour quelques minutes, parce qu'il a un rendez-vous. Et après quoi, le professeur Dembassi prendra la parole. Non, c'est il y a des questions. C'est les questions. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas. Donc, je parlais de. Voilà. Autant pour moi. Donc, c'est plutôt. Poser, voilà. Ah oui, c'est plutôt le professeur Babalissal, pardon, qui voulait parler. Professeur, vous avez la parole. Oui, mais... le micro, s'il vous plaît. Non, je pensais que tu parlais de... Ah oui, d'accord. Ce que vous dites, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je peux répondre à la partie. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris. D'accord. Merci, monsieur le doyen. Merci aux organisateurs aussi. Ces remerciements s'accompagnent de félicitations pour l'opportunité que vous offrez d'entendre le son de cloche. Enfin, j'allais dire des sons de cloche non politiques. C'est même pas tout à fait vrai. C'est pas parce qu'on appartient à l'élite universitaire qu'on n'est pas politique aussi, bien qu'on n'aimait pas un son politique. Je crois que les thématiques que vous avez proposées sont d'actualité parce que ce sont des enjeux sociétaux. J'ai entendu parler de constitution ce matin.
J'ai entendu parler de régime politique cet après-midi, en plus des institutions au plan local. Tout ça nous concerne, j'allais dire grandement, parce que la presse en parle tout le temps. Et le moins qu'on puisse dire, surtout dans nos sociétés africaines, c'est que quand quelqu'un parle, on va dire, est-ce que borom xam-xam yi wax nañ ko wala lan la ci borom xam-xam yi wax. Bon, donc on est une société très délibérative et il faudrait bien que l'on donne notre point de vue. Alors, à propos de la Constitution, je voudrais rappeler ici ce que Georges Gudeau disait. Il disait qu'il y avait deux types de constitution, la constitution politique et la constitution sociale. Mais en réalité, il n'y a qu'une constitution. La constitution, c'est un document politique qui est fait pour réguler la société. Et vu comme tel, le pouvoir politique n'est qu'un moyen, en fait, d'accéder à ce résultat. Je le dis parce que quand on regarde un peu le jeu politique et le jeu des acteurs politiques, on oublie souvent cela parce que ce qui apparaît à prime abord, c'est la volonté de ces acteurs-là à arriver à un but qu'ils se sont fixés, en oubliant que la société finit toujours par prendre le dessus. Ce que je voudrais arriver à démontrer ici, c'est que l'histoire politique du Sénégal nous a amené aujourd'hui à un stade où les hommes politiques doivent être plus modestes. Ils doivent être plus modestes en n'oubliant pas, merci, en n'oubliant pas qu'ils sont des représentants. Donc ils sont là pour les autres. Il faudrait aussi qu'ils soient beaucoup plus réalistes, parce que finalement, ils ont beau faire, la logique finit toujours par triompher. C'est-à-dire la raison humaine, c'est la chose peut-être la mieux partagée. Et il faudrait aussi qu'ils soient moins égoïstes en pensant beaucoup moins à leur propre personne et à leur camp qu'à tout le reste. J'ai dit ça pour la constitution sénégalaise parce que tout simplement, je suis d'avis que moins on en fait, mieux c'est, comme pour les États-Unis. Ce qui s'est passé aux États-Unis, le secret de la longévité de la Constitution américaine, ce n'est pas à cause d'une supériorité quelconque au plan culturel ou autre des Américains, non. C'est le sens tout simplement du réalisme. Et je voudrais ici donner un exemple qui tend à prouver que la société finit toujours par prendre le dessus et la raison finit toujours par l'emporter. Regardez tout ce débat sur la durée et le nombre de mandats du président de la République. En réalité, ce qu'a toujours pensé la société et ce qui est raisonnable, c'est ce qui a fini par triompher. Et on n'a pas en réalité besoin de le... On peut peut-être le mettre dans le texte pour formaliser. Mais en réalité, je suis sûr qu'on l'aurait laissé comme ça. Les hommes politiques eux-mêmes finiront par se résoudre à ça. Parce que peut-être que le président Ouad, a posteriori, si on interroge, il dit « Ah, si je savais, je n'allais pas tenter cette chose-là. » Je suis sûr, malgré le courage politique qu'on lui connaît, je suis sûr que ça, il pourrait le reconnaître sans problème. Alors, donc ici, je crois qu'il ne faut pas vouloir adapter le texte constitutionnel à soi. Il faudrait que les hommes politiques, que les mécanismes s'adaptent au texte. Donc en conclusion, je dirais qu'en réalité, ce qui se passe en la matière, en retenant l'idée selon laquelle moins on en fait, mieux c'est qu'il y a un déficit de culture politique, non pas des citoyens électeurs, mais des acteurs. Je suis convaincu qu'il y a un décalage entre le niveau
que le citoyen électeur a atteint et le comportement qui doit être celui de ses dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas au service de la cause. Ils pensent en fait desservir la cause. Les hommes politiques pensent toujours pouvoir manipuler le pouvoir et les gens. Ils finissent toujours par être victimes de ça. Alors, je passe à l'autre point parce que je pense qu'on ne m'en attend pas moins sur ça, parce que tout simplement, à un moment donné, j'en ai parlé sur le régime politique. Là aussi, je vais commencer par citer Michel Troper. Il n'y a pas de régime présidentiel, il n'y a pas de régime parlementaire, il n'y a que des régimes mixtes. C'est comme les votes de scrutin. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de prendre un seul truc, on finit par tomber dans l'excès. Parce que c'est le jeu du pouvoir qui est ainsi fait d'amener la chose, d'essayer de l'exploiter pour en tirer le maximum possible. Et là, on verse facilement dans l'autre versant. Alors, moi, plus que jamais, je suis sur ma thèse. Je pense que on est à la recherche d'un équilibre, et tant qu'on n'y arrive pas, on sera toujours dans l'instabilité. Ça veut dire que si on considère en fait le dispositif et l'agitation médiatique, on est dans un régime présidentialiste. Parce que celui qui a gagné les élections veut en profiter au maximum, lui et son camp. Mais si on regarde les faits, les événements, la lame de fond, on se rend compte qu'en réalité, on finit toujours par se raisonner. Parce qu'on ne peut pas tout accaparer et il faut laisser la place aux autres. Et il faut en fait laisser la raison prendre le dessus. La démocratie, c'est tout simplement le jeu de l'équilibre des pouvoirs. Jay en parlait tout à l'heure. C'est effectivement ça. Et l'état de droit, c'est le fruit de l'équilibre des pouvoirs. C'est la formalisation, tout simplement, de l'équilibre des pouvoirs. Là aussi, c'est la raison. Je crois que tant que les chefs d'État, enfin ceux qui ont le pouvoir, le président de la République, les présidents de la République, ne renonceront pas à leur volonté de subordination, de surdomination ou de domination excessive du champ politique, on sera toujours dans l'instabilité. Parce qu'ils susciteront nécessairement, c'est la vie ou le mécanisme du pouvoir ou le jeu politique qui veut ça. Ils susciteront toujours ou sécréteront toujours le contraire de ce qu'ils veulent. La preuve, l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, c'est bien le fruit de ça. Le fait qu'un jour, Idrissa Seck se soit opposé à Abdoulaye Wade, c'est bien ça. Le président Macky Sall lui-même, s'il continue dans cette logique-là, au sein de son propre camp, naîtra quelqu'un qui va lui mettre les bâtons dans les roues et qui va finir par l'abattre. Vous voyez ce qui se passe dans les partis politiques eux-mêmes, président Moustapha Niasse, ailleurs et ailleurs, c'est toujours comme ça. C'est dans la nature du jeu de pouvoir, mais c'est dans le secret aussi de l'évolution politique du Sénégal, de l'histoire politique du Sénégal. Bon, je crois que c'est ça. En conclusion, peut-être qu'on peut retenir que on est dans un système délibératif où l'opinion publique interne et internationale, en fait, ou bien ce qui en fait office, parce que parfois aussi ce sont les leaders des médias qui disent, ou bien qui croient dire ce que nous pensons, ce que l'opinion publique sénégalaise pense. C'est pourquoi faire des enquêtes, c'est extrêmement important. L'opinion publique occupe une place prépondérante, une place centrale. Quand on est en politique,
on veut de la légitimité, on en tient compte forcément. Et la raison humaine est la chose la mieux partagée, même si ça n'apparaît pas toujours politiquement. Merci, Monsieur le Président. J'espère que je n'ai pas été long. Donc, je crois que ce sont des propos qui viennent d'à propos et qui sont bien dits, qui s'inscrivent. Donc, je crois que c'est dommage que le professeur a des engagements qui vont l'éloigner pour longtemps de la suite des débats. Mais je voudrais saluer la présence parmi nous du professeur Isaac Yankobandjaï, qui est vice-président du Conseil constitutionnel. Et c'est dommage qu'il arrive à un moment où, pratiquement par rapport à cette question de réforme des institutions, nous avons entendu les collègues dire ce qu'ils en pensent. Mais je pense que durant le débat, les questions suscitées par la réaction des uns et des autres, eu égard aux propos entendus, pourraient lui inspirer quelques idées qu'on aimerait partager avec lui. Bien, en attendant, je pense maintenant on va donner la parole au public en essayant de faire en sorte que vous puissiez ramasser vos propos par rapport à l'ensemble, c'est ça, des interventions de nos collègues depuis ce matin. Professeur Boiré, vous avez juste... Voilà, je crois qu'on va peut-être prendre une liste. Je n'ai pas de stylo malheureusement. Voilà. Le micro est là, professeur. Le président, le doyen, oui. Je vais dire la liste. Oui, voilà. Professeur Boiré. Oui. Docteur Sissoko. Venons encore. Mokhtar. Venons. Voilà. Benoît Blanc. Je crois qu'on va prendre encore un cinquième, après quoi on va arrêter pour cette première liste et reprendre certainement par la suite. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Oui, Alassane? Dia, ok. Voilà, donc dans l'ordre, le professeur Boiré. Merci. Merci, monsieur le doyen. Je ne sais pas si je peux m'arranger une compétence de poser des questions dans un débat de politistes, de constitutionnalistes et d'administrativistes, tellement les questions semblent ardues et très spécifiques que je suis en train de me retenir de ne pas vouloir poser ces questions. Mais à travers vos interventions, j'ai quelques questions quand même qui m'intéressent, que je voudrais poser. Alors, à l'égard du professeur, si ce matin, dans un document officieux dont vous parliez, vous avez relevé quelques aspects judiciaires qui m'intéressent, les aspects judiciaires. Vous avez parlé de soulever, par exemple, la question de l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour d'appel. Alors, je voudrais savoir si, comparativement à la question prioritaire de constitutionnalité qui existe en France, est-ce que ce serait une nouveauté, est-ce que ce serait un recul, ou bien quelque chose de bénéfique aux citoyens sénégalais. Deuxièmement, vous êtes revenu sur l'éclatement de la Cour suprême. Alors, je crois que sur l'éclatement de la Cour suprême, je crois que vous disiez que ce serait profitable aux justiciables sénégalais, c'est ce que je pense aussi, mais vous n'êtes pas allé très loin dans ce vouloir d'éclatement de la Cour suprême. Moi, je voudrais carrément qu'on instaure, je ne sais pas si c'est possible, un deuxième ordre juridictionnel. Pourquoi un deuxième ordre juridictionnel? Parce que nous savons que nous sommes dans l'unité juridictionnelle, nous avons qu'un seul magistrat qui est à la fois judiciaire et administratif, et je profite de l'acte 3 de la décentralisation,
l'acte 3 de la décentralisation donne des pouvoirs très importants aux collectivités locales. Cette question s'adressera à M. Mayacine Diagne et à vous. Et le dernier rapport qui a été publié par la Cour suprême dit que le contentieux administratif est le deuxième, voire le troisième contentieux, le contentieux le plus important au Sénégal. Donc, il y a bien un contentieux administratif. Pourquoi n'y aurait-il pas, par définition, des juges administratifs, pas seulement un conseil d'État, mais un tribunal administratif, une cour administrative d'appel et un conseil d'État pour permettre cette proximité judiciaire, juridictionnelle, si je puis m'exprimer ainsi, aux citoyens qui vont avoir beaucoup de problèmes avec l'acte 3 de la décentralisation. Et là, justement, je rebondis sur la question de Mayacine qui dit qu'on est passé, je crois, de 3 ou 4 compétences à 9 compétences. Acte 3 de la décentralisation, vous avez dit. Ce qui veut dire quoi? Je ne vois nullement dans l'acte 3 de la décentralisation poser la question de la responsabilité pénale des élus locaux. Parce qu'en France, on a décentralisé à fond, et quand on a décentralisé à fond, on a effectivement s'est posé la question de la responsabilité, pas seulement administrative, mais la responsabilité pénale des élus locaux. Alors, je sais qu'il va y avoir une grosse responsabilité le jour où on mettra, où on va attraire un maire d'une commune parce que tout simplement un enfant est tombé dans une école ou parce que simplement une route a été mal faite ou parce que simplement il y a eu des accidents mortels et que la mise en danger de la personne d'autrui éventuellement ou un homicide involontaire comme on le voit en France peut-être relevé. Donc ce sont des questions qui m'intéressent par rapport à l'aspect judiciaire en tant que tel. Une troisième question qui intéresse le professeur Gay, alors d'ordre très théorique, monsieur le professeur, justement vous avez dit qu'il ne fallait pas caractériser ce régime. Et le professeur Sall lui-même dit qu'il n'y a pas un régime type, il y a des régimes mixtes. Donc on est dans ce flou juridique, si je peux m'exprimer ainsi. Et est-ce que la non-caractérisation en tant que telle n'est pas de nature à insécuriser les déterminants de ce régime? Bon, ça c'est une question d'ordre très théorique sur laquelle effectivement je voudrais avoir votre réponse. Voilà, monsieur le doyen, les quelques questions d'un pénaliste privatiste qui s'ose s'aventurer sur le terrain des constitutionnalistes, politistes et administratifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes d'abord un juriste. Donc, voilà. Merci. Docteur Sissoko. Bonsoir tout le monde. Moi, j'abonde dans le même sens que le professeur Babali Sall. Aujourd'hui, je crois que la question, si j'ai bien compris, c'est qu'au Sénégal, c'est le pouvoir public qui se demande s'il faut une constitution ou pas. Or, la constitution, c'est l'œuvre du peuple. C'est ce que le professeur Dembassi m'a enseigné. Et que la loi, c'est pour le gouvernement et le Parlement. Moi, j'aurais voulu qu'on demande aux Sénégalais, au peuple sénégalais, s'ils veulent changer ou pas de constitution. C'était très important. Deuxièmement, le professeur aurait dû approfondir ses réflexions sur la technique d'élaboration de la Constitution. Parce que tout le problème se pose à ce niveau. Lorsque le peuple n'est pas associé, dès le départ, comme en Tunisie, à l'élaboration de la Constitution, elle ne pourrait jamais se retrouver dans cette même Constitution. La procédure la plus démocratique, selon plusieurs auteurs, c'est l'institution d'une assemblée constituante. Quand est-ce que va-t-on donner au peuple souverain du Sénégal l'opportunité de choisir lui-même son ordonnancement juridique? Ça, c'est ma deuxième question. Je voulais dire à M. Dembassi encore de me faire ressortir l'importance de la Constitution, la différence entre la Constitution et la loi. Parce que d'après Carré de Malberg, si c'est une loi renforcée. Et je pense que les gens ont tendance à les confondre. Si aujourd'hui l'Afrique du Sud s'en sort,
c'est à partir de la procédure empruntée. Si en Tunisie aujourd'hui tout le monde comprend la Constitution, c'est à partir de la procédure empruntée. Et quelle est la différence entre une charte octroyée et une Constitution? C'est très important. Tous les conflits sont réglés à partir de la procédure empruntée en matière de Constitution. Lorsqu'on élabore, le référendum ne suffit pas pour faire participer une population dans le cadre de l'élaboration d'une Constitution. À moins que je me trompe, le référendum ne permet pas de m'empêcher de dire que ce serait une Constitution octroyée. Et au professeur Sek, il disait que il est pour le régime présidentiel. Bon, c'est son choix. Mais moi, je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup évolué. C'est un pays phare aujourd'hui. Il y a quelques années, on disait que le Bénin était à la tête de peloton. Après, on dit le Mali. Aujourd'hui, la vérité s'est établie. C'est le Sénégal qui est dans le processus démocratique, plus que tous ces États. Parce que la démocratie y est bâtie doucement, mais sincèrement et solidement. Le pluralisme est consolidé dans ce pays. Tout peut être dit, sans crainte. Les libertés sont affirmées. Le pluralisme est une réalité. L'État se mêle moins des activités économiques. Le seul problème, c'est la Constitution au Sénégal. Et en corrigeant, en y faisant participer la population, je pense que le problème est réglé. Ça, c'est ce que je pense. La défaillance de l'Assemblée nationale n'est-elle pas compensée par le dynamisme de la société civile sénégalaise? Je pose la question à M. Oussek. Je crois qu'en adoptant une nouvelle constitution, je crois qu'il suffirait plutôt de neutraliser le président de la République, qu'il ne soit pas d'un parti politique. Tout citoyen peut être candidat à la présidence de la République pourvu qu'il n'appartienne pas à un parti politique. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, c'est que les élections permettent, entre les partis, permettent de dégager un Premier ministre. Parce que nous sommes toujours africains, nous sommes dans un système parlementaire. Puisque comme le professeur Babali l'a dit, nous nous concertons. Chaque fois, c'est le consensus dans la famille africaine. Donc, mais la nécessité fait qu'il faut repenser la fonction présidentielle. Le cantonner dans une pure représentation. Maintenant, à travers les élections, c'est le Premier ministre qui va devenir l'organe exécutif. Et en ce moment, le président est là pour non seulement représenter l'unité nationale, incarner l'unité nationale, et ensuite, en cas de défaillance, c'est à nous de mettre en œuvre les systèmes pour que ensuite les institutions puissent se reprendre. Bon, pour aller un peu plus vite, monsieur Dieng dit qu'ils ont décidé de ne pas caractériser un régime politique. Pourtant, le comportement des acteurs politiques sur la scène politique, c'est à partir des règles. Et les règles sont fonction des régimes. C'est là la tactique politique. Quand on a un régime parlementaire, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut y attendre. Mais quand le régime n'est pas clairement défini, le chef de l'État peut utiliser des mesures qui sont propres au régime présidentiel ou il prend les mesures qui sont propres au régime parlementaire. L'hybridité va dans le sens des intérêts du président. Il va falloir pour moi redéfinir clairement un régime politique afin que tout le monde sache les règles. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sissoko. La parole est à M. Mokhtar Ba. D'abord, je remercie M. le professeur et les organisateurs de ce colloque. Il y a une question qui me préoccupe parce qu'on doit trouver un point bien déterminé au Sénégal sur la question du référendum et le coût de ce référendum. La question, moi, le rapport que je veux trouver aujourd'hui, quand on lit la Constitution,
les dispositions les plus importantes, telles que le mandat du président de la République et les questions de révision, sont des dispositions rigides. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de coût. Le coût de la révision constitutionnelle ou bien de passer par le référendum. J'interpelle le professeur Dembassi. Est-ce que les experts qui ont participé à l'élaboration de la Constitution de 2001, est-ce qu'ils étaient conscients au moment de la révision, de l'adoption de l'élaboration de cette Constitution sur la rigidité des dispositions aussi importantes? Aujourd'hui, on dit que le système est bloqué. Merci beaucoup. C'est ma réponse. Bien, merci beaucoup, M. Ba. À présent, M. le Président Ngom. Merci beaucoup, doyen. Merci, doyen. Je vous félicite pour l'organisation de cette rencontre qui me paraît fort opportune au moment où on parle effectivement de la nécessité de réviser une unième fois la Constitution du Sénégal afin d'avoir un régime plus adapté à nos réalités et peut-être à nos besoins. Bon, moi, la question que je me pose toujours en regardant l'évolution constitutionnelle du Sénégal, c'est s'il est possible de faire une réelle typologie du régime politique ou s'il est vraiment possible de classer les différents régimes qu'on a vécu en catégorie. Moi, en tout cas, j'ai vu une constante depuis 1960, c'est une sorte de recherche effrénée de l'unanimité. C'est-à-dire que c'est une population, là, je peux revenir un peu à peut-être ce qu'a dit M. je crois, Sissoko tout à l'heure, en parlant de, quand il dit qu'on devrait évoluer, avoir un président qui ne serait pas dans les partis. Parce qu'en réalité, depuis 1960, ce qu'on voit, c'est toujours la prééminence du parti dominant. Excusez-moi. Bon, donc je disais que ce que je constate depuis 1960, c'est toujours une recherche effrénée, je dirais, de l'unanimité. On est parti du parti unique au parti unifié de Senghor, et après on est maintenant au régime des Bok Gis-Gis, Bok Yakar. Bon, donc toujours, parce qu'en fait, celui qui arrive au pouvoir au Sénégal, j'ai l'impression qu'il ne peut pas se contenter de la majorité qu'il a. Il veut toujours en avoir plus. Mais ça, c'est peut-être une sorte de rémanence de nos traditions qui nous pousse vers cette recherche permanente de consensus et d'unanimité. Et ceci, les conséquences au début, quand M. Dieye a parlé du régime autour de 1967, c'est que effectivement, ça paraissait, du point de vue de la fiction juridique, c'était un régime comme aux États-Unis. On avait l'impression que c'est en paix. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le président Senghor, avant la réunion du bureau politique, discutait avec le président Lamine Gueye. Ils s'entendaient et après, ils se retrouvaient au bureau politique. Et ce que disait le bureau politique, c'est ce que exécutait l'appareil d'État. Et la crise qu'il va y avoir avec le président Lamine Gueye, le président Mamadou Dia va être liée à ça, parce qu'on était dans le cadre de régime de parti-État. En fait, ce régime de parti-État de 1960, 67, 68, jusqu'à l'arrivée du président, enfin de ce que Senghor va essayer de refaire avec l'arrivée du président Diouf, c'est à peu près le même régime qui continue. C'est-à-dire que le pouvoir, le président de la République, celui qui accède à la présidence, veut toujours contrôler l'ensemble du système à travers son parti. Et si le parti ne suffit pas, il agrège les autres partis. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Parce que sinon, aujourd'hui, avec 65% de voix, on n'a pas besoin d'essayer de convaincre les autres. Parce que c'est un pouvoir fort, puissant dans n'importe quel pays. Mais c'est une tradition qui dépasse le président de la République, qui dépasse même son cercle restreint. Donc, maintenant, la question que je me pose, à partir de ce moment-là, tant que le système central, le pouvoir central, sera marqué par cette volonté permanente
de domination du président de la République et de son système, comment on pourra, pour revenir à la réforme, à l'acte 3 de la décentralisation, comment on peut espérer réellement avoir des collectivités locales qui vont fonctionner d'une façon démocratique. Car tout le système concourt et doit concourir à la puissance du pouvoir central, en tout cas du président de la République, et de ceux qui sont autour de lui. Moi, c'est un peu ce que m'inspirait ce qu'on vient de dire, quoi. Voilà, je vous remercie, monsieur le doyen. Voilà. Merci beaucoup, Président. Dernier inscrit, sous réserve de savoir si le vice-président va dire un mot. Je ne sais pas quel est le statut du... Mais c'est le professeur et nous sommes dans un cénacle d'universitaire. Hein? Je voudrais lui passer la parole avant le dernier inscrit. Monsieur le doyen, voilà. Mais je suis arrivé en retard, je ne sais pas ce qui a été dit. Tout juste, je peux aller dans le même sens. Certainement, aussi qui a dû le dire, prévoir l'exception d'inconstitutionnalité au niveau de la Cour d'appel ou au niveau d'une autre juridiction. Parce que c'est sidérant ce qui se passe au Conseil constitutionnel quand on voit que depuis 1992 jusqu'à 2015, il n'y a pas eu 10 exceptions d'inconstitutionnalité. Il y a un problème. Le système ne marche pas. C'est tout ce que je peux dire sur ce point-là, parce qu'il y a véritablement un problème. L'exception d'inconstitutionnalité au Sénégal, c'est vraiment exceptionnel. C'est une exception exceptionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le doyen. On va terminer avec Alassane Dia, sous réserve qu'on puisse rebondir par la suite. Voilà. Après qu'on... il y a un dernier. Oui, Alassane Dia. Oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir passé la parole. Et je remercie mes chers professeurs pour cet éclaircissement qu'ils ont apporté ici et de m'avoir donné aussi l'opportunité de participer à ce débat. Moi, ma question, c'est à propos de la Constitution. On parle souvent, est-ce qu'il est possible de réviser ou de modifier la Constitution? C'est possible, mais on aurait souhaité que ce ne soit pas tout le temps possible. Maintenant, par rapport à cette question, il y a un débat aujourd'hui sur cette proposition, cette volonté du gouvernement, du président de vouloir réduire son mandat à 5 ans. Moi, je suis interpellé aussi par cette question, vous m'excusez de la répétition, c'est qu'il y a une promesse électorale. Une promesse électorale qui a des conséquences ou des effets sur la Constitution. Comment faire? Parce que si demain, durant la campagne électorale, un autre candidat a fait une promesse et que cette promesse aussi aura des incidences sur la Constitution et qu'il va vouloir traduire cette volonté politique, et il va falloir encore réviser la Constitution. Comment éviter ça? C'est ma première question. L'autre élément que je vous... S'il vous plaît, c'est à qui vous devez préciser à qui vous la posez. S'il vous plaît. Je la pose c'est un problème comme c'est un problème de Constitution, je la pose à mes chers professeurs. Une personne qui est habilitée aussi à répondre. Voilà, donc si vous me permettez aussi, maintenant par rapport aussi à la justice, comment dire ça, la séparation des pouvoirs, c'est qu'on dit souvent il y a une mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Bon, maintenant, moi, le constat que j'ai fait, c'est que souvent c'est quand il y a un procès à connotation politique que ce problème se pose. Par rapport aux autres procès que je qualifie d'ordinaire, le problème de la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire ne se pose pas.
Et maintenant, est-ce que réellement cette mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire est dérangeante? De mon point de vue en tant que citoyen, moi j'ai ce constat, c'est qu'en réalité, non, elle n'est pas dérangeante. Parce que la seule autorité aujourd'hui qui bénéficie de légitimité aux yeux du peuple, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Parmi ces trois autorités souvent qu'on énonce. Maintenant, c'est cette obligation, cette charge de rendre compte n'incombe qu'au président de la République, l'exécutif. Le peuple n'est pas dérangé, que le président intervienne souvent sur certaines questions pour faire ressortir la vérité ou bien. Parce que moi, vous m'excusez, je commence un peu à faire, j'ai pas l'habitude. J'ai rarement vu une assemblée sur un problème d'intérêt général se saisir d'un dossier pour que ce problème aboutisse à la justice. Souvent, c'est le président, souvent c'est le gouvernement, comme on assiste à ce cas, ce grand procès aujourd'hui qu'on assiste. Il y a toujours la main de l'exécutif dedans. Donc, quelque part aussi, je ne vois pas que ça soit un défaut. Voilà, merci, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer la parole dans l'ordre au professeur Dembassi, professeur Ogosek, le professeur Abdiadjei, et nous terminerons par le professeur Mayacine qui serait certainement complété par notre collègue Mamadou Ndiaye. Voilà, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais demander l'indulgence du public parce que je suis obligé de partir. J'ai une réunion à 17 h et comme j'avais fait l'exposé le matin, je pensais qu'on avait terminé le matin. Je ne pouvais pas faire l'exposé ensuite partir. Je pense que ce n'est pas respectueux, c'est pourquoi je suis revenu. Donc vous allez pouvoir m'excuser après mon intervention de partir. Ensuite m'excuser auprès de mes collègues. Je ne pourrai pas assister à leurs réponses, mais je ne doute pas de leur pertinence. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, pour la première question posée par notre collègue Boiré, donc je ne vais pas insister, parce que notre collègue Jacob, vice-président du Conseil, vient de répondre. En réalité, après ce constat-là, au niveau de la CNRI, ils ont décidé de rabaisser, puisque actuellement c'est au niveau de la Cour de cassation et c'était au niveau de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Maintenant, avec la Cour suprême d'aide, je ne sais plus tellement, mais en réalité, ils ont voulu rabaisser pour permettre à ce qu'il y ait plus de possibilités, n'est-ce pas, pour les citoyens. S'il n'y a pas de saisine directe, au moins une saisine indirecte à partir, n'est-ce pas, au niveau de la Cour d'appel. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que pour le gouvernement, c'est une disposition problématique. Donc, ils ne sont pas tout à fait convaincus de cela. Alors, sur l'éclatement de la Cour suprême, en réalité, c'est tout un problème. Je crois que l'association même des hautes juridictions en Afrique a fait tout un colloque sur la question de l'éclatement de la Cour, des différentes cours suprêmes. C'est un débat. Question de savoir qu'est-ce qui est plus efficace, avoir un seul ordre de juridiction avec une seule Cour suprême polyvalente, ou bien avoir un Conseil d'État, une Cour de cassation, un Conseil constitutionnel, etc. Donc c'est un débat. Sur les questions administratives et de fond, je laisserai à mon collègue, je lui demanderai de répondre à cela dans le fond, puisqu'il fait actuellement le cours. Mais ce que je peux dire, c'est simplement une question, si vous voulez, de politique. En 1992, il faut dire que la réforme est arrivée sans véritablement de réflexion. On se souvient, on avait un premier président de la Cour suprême qui voulait, n'est-ce pas, marquer son territoire et qui voulait avoir son indépendance. Il s'appelle Hassan Bassirou Diouf, je crois qu'il nous a quittés. Alors, il disait qu'en réalité, la Cour suprême va avoir une indépendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une réforme. Et dans la réforme, n'est-ce pas, on a créé un Conseil d'État, une Cour de cassation, un Conseil constitutionnel et plus tard une Cour des comptes. Et du coup, le premier président de la Cour suprême s'est trouvé sans boulot. Voilà ce qui s'est passé très concrètement. Et c'est en fait des, disons, des conseillers techniques ou, je sais pas, en tout cas des experts étrangers
qui sont venus faire le travail. Même les experts sénégalais n'étaient pas au courant de cela. Donc on a réglé un problème avec cela. Ça a fonctionné jusque vers 2007-2008. Le nouveau pouvoir a décidé de changer en disant, mais au fond, il y a très peu de décisions qui sont rendues en matière administrative. Alors pourquoi continuer à garder une juridiction qui ne fonctionne presque pas? Et dans l'exposé des motifs, c'est un peu ce que l'on a dit, c'est ce qui a conduit au regroupement, en disant on maintient quand même la Cour des comptes, on maintient le Conseil constitutionnel, mais on fusionne la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et maintenant, au niveau de la Cour suprême, il y a chambre administrative et les autres chambres, donc le droit pénal. Quoique le droit pénal, c'est une matière de droit public, hein, entre nous, voilà, civil et social. Voilà un peu ce qui s'est passé hein, sur cette question-là. Maintenant, au niveau de la CNRI, il veut proposer qu'on revienne à la situation de 1992. C'est un politique, comme je disais, c'est une question, comme je disais ce matin, de politique constitutionnelle. Il faut voir quelle est, n'est-ce pas, la formule la plus efficace à mettre dans la Constitution à ce niveau. Mais sur les questions de dualité maintenant, de juridiction, au fond, je laisserai mon collègue Jay répondre. Alors maintenant, rapidement, sur la procédure d'élaboration de la Constitution, je crois qu'il ne faut rien fétichiser. Si on fait l'histoire, n'est-ce pas, de l'élaboration des constitutions dans le monde, on se rendra compte en réalité qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les réviser ou d'élaborer une constitution. Rien que les différentes constitutions des États fédérés américains, ce serait une thèse sur la question. Ils ont utilisé plusieurs manières, dont la convention dont vous parliez tout à l'heure, la constituante, pour mettre en place des constitutions. Mais dans d'autres pays, on va directement au référendum. Dans d'autres pays, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, le président qui décide, ou le roi, ce qu'on appelle les chartes octroyées, qui décide de le faire. En réalité, il n'y a pas de fétichisme. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire une consultation populaire, demander au peuple d'intervenir. Ça s'est fait en Afrique lors des conférences nationales, après, dans le cadre des conférences nationales et des périodes de transition dans certains pays. Mais ça n'a pas empêché après les pouvoirs en place de décider de modifier les constitutions comme ils le souhaitaient. Donc, je ne pense pas que ça soit une garantie. C'est ça que je veux dire. Ça soit une garantie, le fait qu'il y ait au niveau de l'élaboration une forte participation populaire. Parce que le régime, vous le savez, c'est un problème de rapport de force. C'est le rapport de force du moment on va prendre en compte le rapport de force du moment et non le rapport de force qui est passé. Donc il faut aussi, là aussi, ne pas fétichiser cette question, mais dire simplement que la meilleure manière de faire peut-être la Constitution, c'est de faire en sorte que cette Constitution soit appropriée par les populations. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. La CNRI a essayé de faire cela et tout à l'heure, le professeur Dieye certainement va y revenir parce que c'est lui qui était l'expert un peu de la CNRI. Et la CNRI a fait un travail de consultation populaire, n'est-ce pas, pour arriver à cette Constitution. Sur toutes ces questions, il y a, sur tous les grands thèmes de la Constitution, il y a eu des questions qui ont été posées aux populations, aux porteurs d'enjeux, comme ils disent, c'est-à-dire les partis et autres organisations, qui ont donné des réponses. Et ils ont travaillé sur la base de ces réponses et choisi, n'est-ce pas? Donc, il y a eu tout cela. Mais cela ne veut pas dire du tout que même si cette Constitution était adoptée telle qu'elle, que plus tard, n'est-ce pas, on ne reviendrait pas là-dessus. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Je comprends votre position. Il faut l'appropriation des populations, mais ce n'est pas une garantie pour que la Constitution soit durable. Alors voilà un peu sur ce que je voulais dire sur cette question. Alors ensuite maintenant, oui, référendum, coût du référendum, tout cela. Alors vous savez, encore une fois, c'est des problèmes de choix. J'ai dit ce matin, il faut qu'on distingue les questions de technique constitutionnelle et de politique constitutionnelle. On peut décider. Certains vous disent la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût, n'est-ce pas? Alors ce qui veut dire que lorsqu'on doit mettre en place un système démocratique, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, un certain nombre d'effets qui auront des incidences sur le budget de l'État. Ça, c'est un élément de réalisme. Mais on peut aussi se dire que lorsqu'on veut mettre en place un système démocratique, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut faire en sorte que ce système, surtout si c'est un système qui est expérimental, que ce système-là soit, n'est-ce pas, le plus coûteux possible nécessaire, mais qui puisse
par la suite, n'est-ce pas, arriver à ce qu'on ait un système de stabilité démocratique qui serait profitable pour le peuple à long terme. Donc, voyez, il ne faut pas, je crois, voir seulement le coût au moment. On en parle, mais il faut voir le coût dans toute une évolution. Alors, certains qui ne veulent pas du référendum vous disent ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. Des fois même, ça bloque. Je vous donne un exemple très rapidement. Au Mali, à un moment donné, on voulait réviser la constitution pour créer une cour des comptes. Et au Mali, on avait des problèmes. Je crois qu'on a toujours des problèmes. Parce que dans la constitution malienne, on dit que même pour réviser une virgule, il faut aller au référendum. Alors, vous voulez aller au référendum pour dire au peuple malien, est-ce que vous voulez une cour des comptes ou pas? Vous allez dépenser peut-être des milliards, mais vous aurez très peu de personnes qui vont se déplacer. Parce que ce n'est pas un enjeu pour le peuple malien. Vous voyez, il peut arriver qu'on soit dans une situation comme celle-là. Mais ici, chez nous, c'est quand même une disposition. C'est une disposition. Dans l'échelle de constitutionnalité, il n'y a que cette disposition. Cette disposition, il faut le référendum. Pour toutes les autres dispositions, on peut aller passer par la voie parlementaire. Alors, je ne vois pas pourquoi cela devrait poser un problème de ce point de vue, parce que ces dispositions, c'était justement pour éviter que les présidents manipulent la Constitution pour rester au pouvoir. Mais regardez ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso. Et vous pensez que mettre une disposition comme celle-là ne serait pas utile si on peut éviter que le peuple sorte dans la rue, qu'il y ait des morts pour qu'on puisse se faire partir un pouvoir simplement parce que cette personne voulait changer la Constitution pour rester au pouvoir. Je crois qu'il faut qu'on regarde la balance pour voir en fait ce qui est profitable en réalité pour le peuple et non pas seulement tenant compte de considérations comptables. Je crois que c'est ça le problème, on ne peut pas limiter la démocratie à des considérations comptables. Cela va au-delà de cela. Alors, finalement, vous avez posé la question de savoir, au fond, ceux qui ont écrit la Constitution. Alors, il faut, là aussi, faire très attention. Lorsqu'on crée une commission, il y a des experts qui viennent, qui travaillent avec le pouvoir en place. Le pouvoir fait une commande et les experts essaient de formuler cette commande au plan technique. Et lorsque le travail est terminé, ce travail approprié par le pouvoir, et lorsque l'Assemblée vote le texte, ou le peuple vote le texte, c'est le texte du peuple. Donc il faut poser la question, non seulement à ceux qui ont écrit, mais aussi au président et au peuple, pour le dire pourquoi finalement vous avez choisi de proposer que cette disposition-là ne puisse être révisée que par voie référendaire. Donc oui, il faut faire quand même très attention parce que ceux qui écrivent le texte, ils le font sur commande après discussion avec ceux qui ont fait la commande. Donc ce n'est pas leur point de vue à eux qui sont inscrits sur le texte, mais encore une fois, c'est le point de vue du commanditaire. Et cette question en particulier, je peux vous dire, faire une révélation, il y a eu une discussion entre le commanditaire et les membres de la commission. Les membres de la commission avaient proposé qu'il y ait 5 ans renouvelables une fois. Quelque temps après, un texte arrive du commanditaire qui nous dit 7 ans renouvelables ad vitam aeternam. Oui, ça ce sont des petites anecdotes que nous avons vécues. Alors il a fallu faire une note très détaillée, très développée, pour expliquer aux commanditaires que vous allez être la risée de l'Afrique. Tout à l'heure, M. Siro disait que le Sénégal, c'est la référence. Alors, on risquait d'être en réalité tout à fait les derniers en Afrique. Au moment où en Afrique, tout le monde disait 5 ans renouvelables une fois, nous disions 7 ans renouvelables ad vitam aeternam. Vous voyez? Donc, pour vous dire que le commanditaire, à ce moment-là, voulait, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de limitation. Après, il y a eu une réaction de la commission. On a fait une note technique, pas politique, technique sur la question, qu'on a envoyée. Et cette note technique, certainement, a dû les convaincre parce qu'après, ils ont décidé de dire, d'accord, nous sommes d'accord maintenant, 5 ans renouvelables une fois. C'est ce qui a expliqué ce qui se trouve dans la Constitution à l'heure actuelle. Donc, je crois que sur ces questions-là aussi, il faut quand même faire très, très attention. Je le dis souvent à tout le monde que l'écriture de la Constitution, ce n'est pas seulement les experts qui écrivent, c'est toute une négociation. C'est une négociation entre ceux qui écrivent, ceux qui commandent et d'autres. Et même pour l'élaboration de cette constitution-là, il y avait le Premier ministre qui avait un représentant dans la commission et qui recevait les textes, qui faisait des observations. Il y avait le président, mais il y avait tous les conseillers du président qui nous envoyaient des notes.
il y a aussi les partis politiques, la société civile qui envoyaient des notes. Donc vous voyez, et la commission répondait à tout cela. Donc il faut bien comprendre que c'est de cela qu'il s'agit et non pas seulement de personnes qui sont dans leur petit bureau et qui écrivent un certain nombre de choses. Non, c'était une négociation permanente pendant toute cette période où on écrivait la Constitution. Alors, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pris la décision de ne rien écrire sur cette histoire-là, mais il y a beaucoup de choses à dire et sur beaucoup de dispositions rédigées d'une certaine manière, il y a toute une histoire. C'est pas trop tard. Oui. Hein? C'est pas trop tard. Oui, mais je décide de ne pas revenir là-dessus. Voilà. Alors, maintenant, toute dernière chose, c'est le problème, c'est ça, pose le problème de la promesse électorale et des réformes constitutionnelles et tout ça. Là encore, il faut quand même faire attention. Vous dites, on a fait une promesse électorale. En 1999-2000, le président Wade et sa coalition, n'est-ce pas, CA 2000, avait fait une promesse électorale. La promesse était d'avoir une nouvelle constitution.